Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. Ce mois-ci, rencontre avec la professeure Blandine Courbière, gynécologue obstétricien à l'hôpital de la Conception à Marseille, spécialisée dans la fertilité féminine, très impliquée dans la recherche à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie et enseignante à Aix-Marseille Université. La transmission, une des missions qui lui tient le plus à cœur et qui rend cet épisode extrêmement précieux pour celles et ceux qui souhaitent apprendre et s'inspirer aux côtés des meilleurs. La région Sud fait de la santé l'une de ses priorités, alors bonne écoute. Professeure Blandine Courbière, bonjour, je vous appelle professeure. Allez. Donc vous êtes gynécologue obstétricien, on le dit au masculin ? Oui. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Quel est votre parcours ? Alors, professeur Blandine Courbière, donc gynécologue obstétricien et médecin de la reproduction. C'est une spécialité dans la spécialité. Mon parcours assez classique, parcours du public. Je suis un pur produit du public. École publique, maternelle, primaire, lycée, faculté de médecine à Marseille, de la recherche à Lyon. Et puis, c'est dur de quitter la région. Donc voilà, professeur à Marseille dans la spécialité que je voulais faire. J'avoue, j'ai eu la chance de faire ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai envie de vous demander à quoi ressemblent vos journées, même si j'imagine qu'une journée type, ça doit être difficile à décrire pour vous. Elles ne se ressemblent pas, vos journées ? Non, c'est ça qui est bien. Ouais. Donc, j'ai la chance de faire un métier qui a accès à la fois sur le soin, la recherche et l'enseignement. Même si le soin prend un peu plus de temps et grignote un peu sur l'enseignement et la recherche, ça me permet en tout cas d'avoir des journées toutes différentes et où j'apprends tous les jours. Et c'est le fait de pouvoir faire les trois qui vous nourrit vraiment ? Il n'y a pas un truc que vous préférez ? Non, les trois. Alors aujourd'hui, la région Sud forme les soignants de demain dans 66 instituts de formation sanitaire et sociale. La région organise également la couverture médicale du territoire. Était-ce déjà le cas quand vous vous êtes formé, vous, justement, ou est-ce que vous avez vu l'évolution ? Je pense que quand on est étudiant, on ne se rend absolument pas compte de ça. On s'en rend compte quand on commence à grandir, à avoir des projets et à chercher des moyens pour faire vivre ces projets. C'est vrai que dès le début de mon internat, la préservation de la fertilité des femmes qui avaient des cancers était un sujet important pour moi, aussi bien au niveau de la recherche clinique que fondamentale. Et donc, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé, c'était en 2005, donc, oui, finalement, il n'y avait pas vraiment de réseau de soins d'organiser. C'était un oncologue, quand il y pensait, adresser la patiente à un centre de reproduction. Et donc, nous est donc venue l'idée d'organiser un réseau de soins. Et ça, c'est certain que sans le soutien d'institutions publiques, on ne peut pas y arriver. La région rayonne en France, peut-être au-delà de nos frontières. Comment on est perçu, vous qui voyagez ? Vous m'avez parlé de Vietnam juste avant. J'ai envie que vous détailliez ça aussi, on va y venir. Comment s'est perçu notre système de soins ailleurs ? J'ai même envie de dire à Paris, parce que dans l'esprit des gens, souvent on se dit, pour avoir le meilleur, je vais aller à Paris. Le meilleur des soins, le meilleur dispositif, les meilleurs équipements, les meilleurs médecins. Ah oui. Ça, c'est ancré dans l'esprit des gens. Les provinciaux, on est forcément toujours un petit peu complexé. On a tellement entendu que Paris étant la capitale de la mode, la capitale, voilà. Mais en effet, j'ai une réaction chauvine à montrer que, oui, en région aussi, on travaille bien et que l'on sait faire. Mais je pense que, en tout cas, du moins dans notre spécialité, vu les publications, les travaux de recherche, j'espère en tout cas de donner une bonne image de Marseille et du Sud. Alors, c'est ce que vous avez fait. Vous m'en avez parlé un petit peu avant en souriant et en disant « à jamais les premiers ». On a envie d'en savoir plus sur ce réseau Onco-PACA-Corse. Voilà, vous avez une grande fierté, quelque chose dont on peut... Alors, on n'a pas à rougir, vous venez de nous le dire.
Voilà. Non, on n'a pas à rougir. On a ce qu'il faut ici. On a de très bons médecins, de très bons équipements. Et en plus, sur certains sujets, on innove. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, nous avons été innovants puisque le réseau Cancer et Fertilité Oncopaca Corse a vu le jour en 2012. Et là, c'était vraiment novateur, où nous avons eu l'envie de créer un parcours spécifique de soins pour les hommes, les femmes et les enfants atteints d'un cancer et qui vont avoir un traitement qui va altérer leur fertilité. Donc, c'est souvent, en fait, quand il y a un diagnostic de cancer, c'est souvent, c'est toujours un coup de massue pour les personnes atteintes et a fortiori pour les parents quand c'est leur enfant. Et donc, l'idée était de s'intercaler dans le parcours de soins, penser à préserver des gamètes ou du tissu germinal pour penser à l'après. Parce que maintenant, on guérit d'un cancer de plus en plus grâce aux progrès thérapeutiques énormes dans ce domaine. Mais maintenant, on ne se pose plus la question de guérir, mais de comment guérir et de bien guérir et de pouvoir se projeter dans le futur en tant que futur parent, même quand on n'est qu'un enfant ou un adolescent. Et ça, c'était tout à fait nouveau à l'époque. À l'époque, c'était nouveau. Alors, autre volonté de la région Sud, c'est que la santé soit un droit pour tous sur notre territoire. Est-ce qu'on est tous égaux face au parcours de soins ? Très concrètement, vous, avec les personnes que vous accompagnez, qu'est-ce que vous observez ? En tout cas, c'est la volonté du service public et de l'hôpital public que tout le monde soit égaux. Il y a à la conception, on a le professeur Bretel qui a monté la Maison de la Femme pour venir en aide aux femmes en vulnérabilité. C'est aussi un magnifique projet. Donc, en tout cas, autour de la médecine de la femme, on voit que l'évolution on va dire du regard sur les femmes ces dernières années a permis quand même une évolution de la prise en charge des violences faites aux femmes, moins de tabous autour quelque chose aussi bête que les saignements et les fibromes, les règles hémorragiques dont personne n'aurait parlé avant. Où maintenant, il y a la mise en place dans le service d'un réseau justement sur le fibrome, alors que je pense qu'il y a 40 ans, on nous aurait demandé pourquoi. Donc maintenant, on prend en charge ce qu'on appelle, que ce soit l'endométriose, les fibromes, enfin tout ce qui pourrit la vie des femmes et en particulier aussi la prise en charge, la reconnaissance des violences faites aux femmes qui est dans tous les milieux. Donc l'importance de la parole et de l'information, c'est ce que vous disiez. Alors en préparant cet entretien, j'ai vu que vous aviez travaillé avec des biologistes, des biochimistes, des mathématiciens, entre autres, sur un projet de recherche intitulé Biomarqueurs environnement santé. Alors le 3e plan régional santé-environnement a pour objectif de réduire les risques sanitaires liés au changement climatique et par là même garantir la santé et le bien-être de tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail de recherche en vulgarisant au maximum ? Alors oui, je fais partie d'un grand laboratoire de recherche qui s'appelle l'IMBE, qui regroupe en effet énormément de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, et où si je vous donne l'acronyme, vous allez vous demander qu'est-ce qu'un gynécologue peut bien faire là-dedans, puisque l'IMBE veut dire Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Vous pensez bien que je me suis posé la question. Eh oui, mais qu'est-ce qu'un gynécologue peut bien faire là-dedans ? Eh ben, donc, nous sommes en effet la branche santé de l'IMBE et dans notre équipe, on essaie de s'intéresser à l'effet de l'environnement sur la reproduction humaine, la reproduction. J'ai une collègue biologiste, le professeur Perrin, qui va s'intéresser à l'effet sur la reproduction des hommes, sur les spermatozoïdes, sur les gamètes, voilà. Et moi, depuis toujours, je m'intéresse à l'impact en fait des cancers, des traitements anticancéreux sur l'ovaire, sur l'ovocyte. Et finalement, les outils pour étudier ces impacts peuvent aussi servir à étudier l'impact de certaines expositions environnementales. Un petit exemple, les hydrocarbures polycycliques. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement des hydrocarbures qu'on peut retrouver dans la fumée du tabac, mais aussi dans les pots d'échappement sur le boulevard Sakakini à l'heure de pointe.
où là, actuellement, on a un projet où on travaille sur la chlordécone, qui est un pesticide qui est extrêmement présent aux Antilles, de voir s'il pourrait y avoir une transmission et un effet sur l'embryon si une femme enceinte était exposée à ce pesticide. L'idée, en fait, est dans ce laboratoire de recherche, est de développer en fait des outils de biogénotoxicologie, en fait, pour voir l'impact éventuel de certaines substances environnementales sur les gamètes. Ça doit être passionnant. C'est vrai que ça tracasse tout le monde aujourd'hui, forcément. On se pose des questions, vu ce qu'on respire, ce qu'on mange aussi parfois, ce problème de pesticides. Donc tout ça permet justement de faire avancer les choses et d'identifier peut-être même des nouvelles pathologies. On a déjà bien à faire avec les pathologies de la femme ou beaucoup de pathologies. On se pose beaucoup de questions sur des pathologies, sur l'irritabilité, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire sur les transmissions aussi intergénérationnelles. Finalement, est-ce que certaines maladies comme l'endométriose, comme le syndrome des ovaires polykystiques, pourraient pas être dues à des expositions même avant la naissance, à des perturbateurs endocriniens, à des polluants environnementaux? En fait, on a des doutes, on a beaucoup de questions. Après, c'est très difficile de répondre de façon certaine sur des modèles humains. Mais la recherche avance. Vous êtes également professeur des universités, 3e casquette. Quand vous avez les étudiants en face de vous, qu'avez-vous envie de leur transmettre en priorité? L'envie. J'ai toujours adoré ma spécialité. Une de mes réussites, c'est que quelques étudiants que j'ai eu un petit peu sous le coude dans les services ont finalement fini gynécologue obstétricien. Donc ça fait toujours plaisir parce qu'on a l'impression d'y être pour quelque chose et d'avoir réussi à transmettre. C'est agréable, en fait. C'est agréable de transmettre. À la limite, quand je consulte toute seule et que j'ai pas un étudiant près de moi, j'ai moins de partage. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je pense que je m'ennuierais terriblement toute seule dans un cabinet à consulter en ville. Voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous partez au Vietnam dans un peu plus d'1 mois. Vous enseignez là-bas? Oui, alors j'ai la chance d'enseigner au Vietnam dans le cadre de Campus France, où ce sont des missions en lien avec l'ambassade de France au Vietnam, au cours de laquelle on rencontre des gynécologues obstétriciens vietnamiens qui souhaitent se spécialiser en médecine de la reproduction. Et on fait donc des ateliers, des cours, beaucoup d'échanges. C'est extrêmement enrichissant, j'espère pour eux, et puis pour moi, beaucoup. Parce que ça permet de regarder sa spécialité sous un autre angle. Ça rend humble parce que on n'est pas les seuls à bien travailler et on se rend compte que l'organisation pourrait prendre 2-3 tips de l'organisation asiatique. Voilà, c'est un pays formidable avec des gens formidables. Voilà, c'est un pays que j'adore et c'est vrai que j'adore aller y enseigner. On repart tous enrichis de ce type d'expérience. Alors pour finir, je vais dire un mot du pass santé jeune entre 15 et 26 ans qui leur permet d'accéder gratuitement à un ensemble de prestations chez les professionnels de santé et les psychologues libéraux. Donc c'est via 12 e-coupons. Consultation médicale, protection périodique, contraception, suivi psychologique ou encore concernant la vaccination contre le papillomavirus. La demande de ce pass santé jeune se fait exclusivement sur le site maregionsud.fr. Vous souhaitez dire peut-être un mot de ce dispositif qui s'adresse aux plus jeunes? C'est formidable. C'est formidable. Après, qu'ils vont oser, il faut qu'ils osent demander parce que parfois on se rend compte que certaines personnes et souvent celles qui en ont le plus besoin ont des aides mais ne vont pas forcément oser les demander ou aller vers. Par exemple, la prise en charge par les psychologues, c'est vraiment une opportunité extraordinaire, mais comment faire pour que ces jeunes qui auront le plus besoin d'un psychologue osent demander? Là, le rôle de la cellule de communication de la région Sud est primordial. On en revient à l'information, donc c'est essentiel. Merci beaucoup, Blandine Courbière, de m'avoir accordé un peu de temps dans votre folle journée. C'était une journée de soins aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.